Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la relation et de la différence entre la morphopsychologie d'un côté et la communication non verbale de l'autre. Communication non verbale, morphopsychologie. C'est quoi la différence? C'est quoi la ressemblance? La ressemblance d'abord. Ces deux disciplines sont des disciplines qui, de mon point de vue, font partie d'un ensemble plus vaste qui s'appelle la psychologie, c'est-à-dire la connaissance de l'être humain. Et plus spécifiquement encore, ce sont des parties qui décodent le comportement ou ce qui émane de l'être humain. Donc l'idée, c'est de partir de l'extérieur, du visible, pour aller vers l'intérieur, l'invisible. Ça, c'est le point commun entre les deux disciplines. Je crois que c'est peut-être le tout, mais c'est déjà énorme. Parce que ce sont des disciplines sœurs, des disciplines connexes. Après, il y a une énorme différence entre ces deux disciplines. C'est qu'elles n'utilisent pas le même support. La morphopsychologie utilise et interprète la forme du corps, surtout du visage, au repos. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de vidéo, on a besoin d'une photo. On a juste besoin de voir le visage au repos. Sans geste, sans parole, sans rien. Sans mimique, sans sourire, rien du tout. Juste la forme. La forme au repos. Et la communication non verbale, ou plutôt une partie de la communication non verbale, qu'on pourrait appeler la gestuologie en fait, parce que dans la communication non verbale, il y a énormément d'autres disciplines. Peut-être, moi j'avais compté 23 langages quand j'ai fait mon livre sur la communication non verbale. Peu importe, qu'il y en ait 23 ou 30, ça n'a aucune importance. Mais ce qui est certain, c'est que la communication non verbale interprète essentiellement tout ce qui bouge. Donc par exemple, les mimiques, les mouvements du visage. Deuxièmement, évidemment, les gestes. En général, quand on parle des gestes, c'est presque toujours les gestes des mains et des bras. Ça peut être les gestes des pieds aussi d'ailleurs. Et enfin, la troisième partie de la gestuologie, c'est les postures, les attitudes, la manière de se tenir, la manière de se comporter physiquement, la manière de se tenir debout, la manière de marcher ou de courir. Ça, c'est la posture. Donc ces trois éléments-là, mimique, geste et posture, sont les trois piliers en fait de ce qu'on appelle la gestuologie, qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand qui s'appelle la communication non verbale, dans lesquels il y a beaucoup plus de langage qu'on pourrait penser, puisque moi j'en avais encore une fois recensé 23. Donc il y a par exemple, il y a tous les autres sens. Il y a le toucher quand on serre la main à quelqu'un. Il y a l'odorat, l'odeur, c'est un langage. Il y a le goût aussi. Évidemment, c'est très limité comme langage parce que c'est surtout entre la mère et l'enfant ou dans la sexualité entre les amants, mais ça existe. Après, il y a tous les langages périphériques au corps, notamment le look qui contient lui-même déjà 7 langages différents. Les vêtements, la coiffure, les parfums, les bijoux, le maquillage, les piercings, les tatouages voilà, et les accessoires. Et puis après, il y a tous les objets périphériques. Il y a les objets qu'on emporte avec nous, il y a les objets qui nous transportent, autrement dit les moyens de transport, il y a les objets qu'on a fixes chez nous, c'est-à-dire les meubles, et comment on les décore, comment on les agence. Ça, c'est encore un autre langage de l'intérieur d'un appartement ou d'un bureau, par exemple. Voilà. Après, il y a des langages de l'action. Quel type d'action on fait, quel type d'action on ne fait pas, et surtout comment on agit, comment on marche, comment on court, comment on danse, comment on cuisine. J'ai appris qu'il y avait des gens qui décodaient la façon de cuisiner. Bien sûr, tout est langage en vérité. Tout est langage. Le corps en lui-même est une autre source de langage. Par exemple, il y a le décodage biologique des maladies, c'est-à-dire les maladies qu'on a et les accidents qu'on a aussi, c'est aussi un langage. Un langage qui parle de notre histoire, de nos blessures profondes. Après, il y a quoi? Il y a aussi les animaux qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y a des gens qui n'ont jamais d'animaux et il y en a qui en ont toujours. Ça dit quelque chose. Moi, j'ai découvert en fait ça, voilà.
en vivant avec quelqu'un qui avait 10 chats et 2 chiens. Et sa sœur avait encore plus d'animaux qu'elle. Ça veut dire quelque chose, c'est un langage de dépendance. C'est des gens qui ont été abandonnés, qui se raccrochent à des animaux. Les animaux, ça n'abandonne pas leur maître. Voilà, mais le type d'animaux, domestiques ou pas, animaux de la ferme ou animaux exotiques, ça en dit long. Ça en dit très long sur la personnalité ou la famille. Parce qu'il y a des langages qui parlent de la famille, la façon dont est agencée et décorée une habitation ou un lieu de travail, c'est un langage collectif. C'est le langage en général des parents, mais ça peut être aussi, les enfants peuvent y ajouter leur grain de sel. La façon dont un bureau est décoré, ça dit quelque chose sur peut-être les patrons, etc., etc. Donc tout ça, c'est des langages. Après, il y a les langages du temps. Le temps, c'est un langage. Le langage de l'espace, la proxémie, l'espace qu'on laisse entre soi et l'autre. Est-ce qu'on est proche? Est-ce qu'on se colle aux gens? Ou est-ce qu'au contraire, on met des grandes distances? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de toucher, tripoter, se rapprocher. C'est un langage. Et puis, il y a plein d'autres langages. Le langage des places dans une salle, que ce soit une salle de classe ou une salle de cours, une salle de conférence, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose des rôles qu'on joue, consciemment, inconsciemment. Les lieux qu'on visite et ceux qu'on ne visite jamais. Que ce soit des lieux symboliques comme l'église ou la salle de sport ou la bibliothèque. Voilà. Ça en dit long. Tout ça en dit long. Ou ça peut être des lieux de vacances, ou des pays, des endroits où on va, d'autres où on ne va jamais, ceux où on voudrait aller, ceux où on va régulièrement. Tout ça est un langage, ça parle de nous. Il y a des langages transversaux comme le langage des rêves, le langage des couleurs, il y a la graphologie qui est le langage de l'écriture. Il y a plein de langages en fait. Plein de langages. Tout est langage, comme disait Françoise Dolto. Alors, maintenant la question c'est, de quoi ça parle? Moi je crois que, pour faire court et simple, la morphopsychologie parle de la personnalité profonde. La personnalité profonde, c'est-à-dire, les traits de caractère profonds, ceux qui sont gravés dans j'allais dire dans le marbre, mais en tout cas avec le temps et qui ne vont pas disparaître comme ça, et les besoins profonds, qui de la même manière sont souvent les besoins insatisfaits de notre enfance. Et comme le temps psychologique et comme le temps subjectivement s'accélère, on peut considérer que tout ce qu'on a vécu entre 0 et 18 ans, pour faire court et simple, ça a autant de valeur psychologiquement que tout le reste. Ça veut dire que si un de nos besoins n'a pas été satisfait dans l'enfance, il faudra toute notre vie d'adulte pour essayer de le satisfaire. C'est ça que ça veut dire. Donc, morphopsychologie, forme statique du visage, éventuellement du corps, personnalité profonde, trait de caractère profond, besoin profond. De l'autre côté, la communication non verbale, ou plus exactement la gestiologie, nous parle de tout ce qui bouge, et tout ce qui bouge, ça exprime quoi? Ça trahit quoi? Tout simplement nos émotions, ce que nous ressentons à chaque seconde, à chaque instant, et nos impulsions, c'est-à-dire nos envies, nos désirs fugaces, l'envie de faire ci, l'envie de faire ça, l'envie de donner un coup de pied, l'envie de partir. Autrement dit, ça parle de notre état émotionnel présent. Notre état émotionnel présent. Donc maintenant, vous voyez bien le lien qu'on peut faire entre morphopsychologie et communication non verbale ou gestiologie. C'est le lien qui est entre la source, la base, et l'actualisation de cette source ou de cette base, instant après instant. Et c'est évidemment extrêmement complémentaire. C'est complémentaire. Il n'y a pas d'opposition. Par contre, c'est intéressant d'avoir les deux parce que les deux apportent une richesse. La morphopsychologie apporte de la profondeur à la communication non verbale. Imaginons quelqu'un qui a des gestes un peu comme ça. Pas besoin d'être psycho machin truc pour comprendre que cette personne-là est stressée. Parce que ses gestes, peut-être sa voix, son regard, expriment le stress. Mais est-ce qu'elle est stressée maintenant ou tout le temps? Ça, on ne peut pas le savoir avec la gestiologie seulement. Par contre, si on a le regard de la morphopsychologie en plus de la communication non verbale, on peut regarder si ça correspond.
Et si ça correspond, on peut en déduire que la personne, elle est tout le temps comme ça. Et si ce n'est pas le cas, c'est juste que quelque chose juste avant, dans les secondes, peut-être les minutes qui ont précédé, ont déclenché ce stress. Mais il n'est pas forcément quelque chose de profond, de permanent et de récurrent. Donc c'est très intéressant d'avoir les deux, bien sûr. La communication non verbale permet de savoir en fait ce qui se joue en temps réel dans le cerveau de l'autre. Enfin, il faut être très modeste, hein, mais en tout cas, ça donne une idée de voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de l'autre. Par exemple, on sait que le mensonge va s'exprimer à travers des gestes et des ruptures de communication non verbale. Ça, on ne peut pas le savoir avec la morphopsychologie. Par contre, il y a le tempérament profond, on ne peut pas le voir avec la gestologie. Donc, voilà, encore une fois, c'est très différent et très complémentaire. Et les deux sont utilisables et utiles. Les deux, évidemment. Et voilà, au travail.